Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est d'aimer, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invitée d'aujourd'hui, la professeure Susan Woodward. La professeure Woodward enseigne au Graduate Center de la City University of New York. Elle est experte des Balkans, de l'Europe de l'Est et des affaires post-soviétiques, de l'intervention dans les guerres civiles et de la reconstruction post-conflit. Elle est l'auteure de 2 livres, Balkan Tragedy, Chaos and Dissolution After the Cold War, et Socialist Unemployment, The Political Economy of Yugoslavia. Professeur Woodward, bienvenue dans India and Global Left. Professor Woodward, welcome to India and Global Left. J'aimerais ajouter que mon livre le plus récent s'intitule L'idéologie des États en échec, pourquoi l'intervention échoue. Il commence également par mon expérience en Yougoslavie, parmi beaucoup d'autres. Excellent. Excellent. Nous ajouterons cela dans la boîte de description. Et merci de l'avoir mentionné. Professeur Woodward, je voulais m'entretenir avec vous pour 3 raisons principales. Bien sûr, les Balkans sont aujourd'hui connus du monde extérieur comme une région n'offrant pas beaucoup de créativité en matière d'idées politiques. Cela est principalement dû à ce qui s'est passé dans les années 1990 et par la suite. Au sein des Balkans, au sein des États successeurs, si je puis me permettre avec toute humilité, il y a aussi beaucoup d'amnésie, principalement alimentée par le nationalisme nativiste, concernant ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'est passé ensuite. Et je ne pense pas que ce soit simplement une caractéristique de la région. Je veux dire, même en Inde, nous avons une compréhension très déformée de ce qui s'est passé dans les années 1950, 60, 70 et 80 à cause d'une montée de l'orthodoxie qui présente ces 40 années de manière caricaturale. Voilà donc ma deuxième motivation. Et la 3e motivation, si je puis dire, c'est que nous vivons dans un monde plus connecté que jamais, même si l'administration Trump le malmène de façon très négative. Mais il est difficile d'imaginer un monde qui ne soit pas connecté au reste du monde. Et il est également difficile d'imaginer un monde, même en réimaginant le post-capitalisme, le socialisme, appelez-le comme vous voulez, qui n'aurait pas de secteur privé et pas de secteur public. Et je pense que votre travail, en particulier sur la Yougoslavie, nous offre une manière de comprendre ces aspects. J'aimerais donc comprendre ces choses avec vous, mais si nous pouvions commencer par pourquoi avez-vous étudié cette région? Parce que c'était pas la Chine des années 60 et 70 où beaucoup de gens s'y intéressaient parce que c'était grand, c'était vaste, c'était une révolution agraire, c'était excitant. Il y avait aussi l'Union soviétique, qui était l'une des superpuissances. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier les Balkans? What made you study the Balkans? Eh bien, mon histoire est très personnelle. Je voulais postuler à un programme de premier cycle dans mon université, créé en 1948, ce qui en dit long sur les États-Unis à l'époque, appelé le Projet étudiant pour l'amitié entre les nations. Ce programme identifiait des étudiants et sélectionnait chaque année 4 pays, un dans chaque partie du monde, et ces pays changeaient chaque année. Les étudiants postulaient l'année précédente, étudiaient ce pays pendant 1 an, puis s'y rendaient l'été pour réaliser un projet de recherche sur lequel ils rédigeaient ensuite un mémoire durant leur dernière année à l'université. J'ai décidé que je voulais participer à ce programme et que je choisirais le pays européen sélectionné, pensant qu'il valait mieux avancer à petits pas vers le voyage. Je pense que c'était le mauvais choix. Mais quoi qu'il en soit, la Yougoslavie était le pays. J'étais donc déjà intéressée par ce sujet.
Mais permettez-moi d'avancer sur l'hypothèse que vous faites concernant ce qui était intéressant dans les années 60 et 70 pour la communauté universitaire. Car les personnes qui étudiaient le système d'autogestion yougoslave, cette démocratie ouvrière présente dans tous les lieux de travail, pas seulement dans les entreprises à but lucratif, étaient très actives. Il y avait même tout un centre à l'Université Cornell consacré aux entreprises gérées par les travailleurs. Il existait une revue, de nombreux économistes s'intéressaient à ce système. Donc même si ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller en Yougoslavie, c'était certainement un sujet dont on parlait beaucoup. Était-ce, j'essaie juste de comprendre, d'après votre réponse, était-ce en partie à cause de la déception envers l'Union soviétique, qu'elle soit réelle ou perçue? Et d'un autre côté, je pense qu'il existe un argument ou une idée relativement plus populaire à propos de l'autogestion ouvrière en Occident. C'est du moins ce que j'ai constaté en discutant avec de nombreuses personnes venant de l'Ouest. Quand je parle avec des socialistes et des personnes de gauche à l'Est, les questions les plus larges portent souvent sur la planification centralisée, les relations entre marché et planification, et le rapport entre agriculture et industrie. Mais lorsque je parle avec des personnes de l'Ouest, je ne dis pas qu'elles ne s'intéressent pas à ces aspects, mais une grande partie de leur attention porte sur l'autogestion ouvrière. Je me demande donc si cela fait aussi partie de l'équation. Eh bien, je n'ai pas la réponse à cela. Ce que je peux dire, c'est qu'une grande partie de l'intérêt général pour le système yougoslave venait de personnes qui se sont beaucoup intéressées au jeune Marx dans les années 60 et 70. Sur le plan philosophique, cette idée du déclin laissez-moi réfléchir, du dépérissement, en tout cas, de la fin de l'État, suscitait un grand intérêt chez certaines personnes. Deuxièmement, du moins aux États-Unis, il existait quelques entreprises autogérées par les travailleurs, surtout dans le Nord-Ouest, et il y avait un intérêt pour les exemples de Mondragon en Espagne, et en fait, pas mal de cabinets d'avocats fonctionnaient comme des coopératives. Il y avait donc un intérêt général pour ce que cela signifiait. Maintenant, il faut bien comprendre que, selon moi, dans une certaine mesure, le fait que le cas yougoslave, pour les spécialistes des relations internationales, représentait une indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique, après tout, c'est bien de cela qu'il s'agissait. Et ensuite, le fait que la Yougoslavie ait été un membre fondateur du mouvement des non-alignés, à partir de 1955, a toujours été extrêmement intéressant pour un certain groupe de personnes. Je pense que continuer, nombreuses raisons de s'intéresser à la Yougoslavie. Absolument, bien sûr. Donc si nous pouvions commencer par l'autogestion ouvrière elle-même, qu'était-ce en Yougoslavie? Parce que dans votre livre sur le chômage, vous dites qu'il existe une vision caricaturale de l'autogestion ouvrière, selon laquelle les travailleurs ne seraient motivés que par leur intérêt personnel et accapareraient un maximum de ressources pour eux-mêmes, ce qui finirait par assécher l'investissement. Ils ne comprendraient pas la situation internationale. Ils ne comprendraient pas le long terme, que si les ressources ne sont pas investies dans des investissements productifs, à long terme, ils en pâtiraient. Mais au lieu de cela, ils accaparent simplement autant de ressources que possible pour leur propre consommation. Finalement, la demande dépasse la production, ce qui conduit à la stagflation, etc. Et votre ancien livre s'oppose à cette idée. Donc, si vous pouviez nous donner une image de l'économie politique plus large en vous concentrant sur ce qu'était l'autogestion ouvrière. C'est une question assez vaste. Laissez-moi voir si je peux au moins commencer. Il faut remonter à l'histoire de ce changement en Yougoslavie.
En 1948, il y a eu un débat entre Staline et Tito. Tito, alors chef de ce qu'on appelait la Ligue des communistes de Yougoslavie, a intentionnellement changé le nom du Parti communiste pour refléter cela. On pourrait continuer, mais il y a eu de nombreux débats. Et nous avons encore dans la littérature sur la Yougoslavie des débats sur la nature du conflit. Mais pour la plupart, je suis convaincue par ceux, il y en avait deux, l'un selon lequel Staline était très contrarié que Tito ait une politique étrangère, en particulier envers l'Albanie, la Grèce et la Bulgarie, créant une fédération balkanique soutenant les communistes grecs dans la guerre civile qui avait lieu dans les années 40, ainsi que dans la guerre, ce que Staline considérait comme une attitude indépendante et non conforme à ce qu'il aurait souhaité. C'était donc en partie cela. Mais je soutiens aussi, et vous l'aurez vu si vous avez lu ce livre, que les Yougoslaves avaient ce que j'appelle une stratégie léniniste et non une stratégie stalinienne, ce qui incluait l'adoption de ce que nous appelons la nouvelle politique économique en Union soviétique dans les années 1920. Cela signifiait une stratégie de développement particulière, et cette stratégie de développement n'allait pas collectiviser l'agriculture. Elle laissait l'agriculture principalement privée, à l'exception de quelques grands domaines de type latifundia, dans le nord de la Yougoslavie, qui se prêtaient à de grandes exploitations dans la Voïvodine. Il voulait également maintenir le commerce ouvert et suivre une sorte de stratégie ouverte, orientée vers l'économie, pour le commerce et le développement. Et ce n'était apparemment pas ce que Staline voulait. Qui sait, nous ne lui avons jamais posé la question. Il est mort après tout en 1953, de toute façon. Mais je pense que c'était aussi, à mon avis, une critique. Mais la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que lorsque cette rupture a lieu, je veux dire la Yougoslavie, qui avait déjà été à l'origine de la notion du Cominform et des premières réunions, quand tous les pays d'Europe de l'Est, qui étaient alors devenus membres de ce que nous appelons le bloc soviétique, ont tous cessé de commercer avec la Yougoslavie, l'ont boycotté, ils se sont retrouvés complètement isolés économiquement. Donc, les États-Unis, je parle de ce conflit comme ayant lieu en juillet. Dès janvier suivant, en 1949, les Américains avaient vu une opportunité de créer une rupture parmi les pays soviétiques et pro-soviétiques. Et donc, ils ont commencé à aider. Il y avait une sorte de maintenir Tito à flot. C'était le titre de l'argument initial. Mais à la fin de 1949, tout d'abord, ils ont dû opérer un changement bref dans leur stratégie de développement afin de construire une défense indépendante. Cela signifiait envoyer des agriculteurs, des paysans dans les usines, ce qui fait partie de ce dont nous pourrions parler à un moment donné concernant le bref changement dans leur politique agricole. Pas la collectivisation, mais ce qui y ressemblait aux yeux de certains. Et pour commencer à obtenir le soutien des États-Unis, ils ont d'abord demandé à certains de leurs collègues européens de commencer à commercer avec la Yougoslavie. Les États-Unis ne le feraient pas eux-mêmes, mais la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Belgique l'ont fait. Puis, ils ont obtenu que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international commencent à prêter à la Yougoslavie. Et c'est ainsi que commence ce que je soutiens dans ce livre. Un changement non seulement de stratégie de développement, mais aussi de gestion lorsqu'ils ont besoin d'obtenir des travailleurs qualifiés, ou plutôt lorsqu'ils décident d'obtenir des travailleurs qualifiés, ce qui est une meilleure façon de le formuler, pour prendre des décisions concernant l'investissement et les salaires. Cela ressemble à ce que nous appelons la démocratie ouvrière, l'autogestion des travailleurs qu'ils mettaient en pratique. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit, les critiques du système soutenaient qu'ils allaient simplement empocher l'argent. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'agissait principalement d'inciter les travailleurs à accepter de licencier leurs collègues moins qualifiés.
Tout cela était donc lié à la politique axée sur le commerce. Nous pourrions continuer, mais je pense qu'il est important de souligner que l'autogestion était une décision économique qui, à bien des égards, convenait parfaitement à la question de savoir qui devait prendre les décisions d'investissement. Les personnes qui siégeaient effectivement au Conseil des travailleurs, lequel était élu chaque année pour prendre ce type de décision. Oui, il y a tellement d'aspects sur lesquels j'aimerais vous interroger. Mais si je pouvais vous poser une question sur la répartition de l'emploi. Votre livre nous donne un graphique indiquant environ 42% d'ouvriers industriels, à peu près 20%, disons, dans les transports et la construction, et 17 à 18%. Je cite de mémoire, donc ne m'en tenez pas rigueur, je ne m'en souviens même plus moi-même. Oui, autour de 17% dans les services. Mais si vous pouviez nous en dire un peu plus sur cette répartition publique-privée. Qui était privilégié et dans quelle mesure? Qui pouvait influencer la prise de décision et qui se trouvait au bas de l'échelle, subissant de plein fouet les ajustements liés au commerce international? Je me souviens d'une phrase dans votre livre qui disait que ceux travaillant dans l'agriculture attendaient leur tour pour pouvoir entrer dans le secteur public, où il y aurait plus de privilèges et d'avantages, etc. Pouvez-vous nous donner une répartition de cette division publique-privée en Yougoslavie? Je pense qu'il y a deux éléments à considérer. Le premier est la division publique-privée, qui correspond essentiellement à la distinction entre urbain et rural, la majeure partie du secteur agricole restant composée de petits propriétaires, de très petites exploitations et étant privés. J'y reviendrai. L'autre élément concerne les travailleurs du secteur public, dans l'industrie, les professions libérales, l'éducation, le théâtre, etc., qui étaient qualifiés et relevaient du système d'autogestion ouvrière. Mais au sein de ce secteur public, mon propre argument sur la raison pour laquelle ils ont introduit ce système d'autogestion ouvrière, c'est qu'il permettait aux travailleurs eux-mêmes de prendre des décisions sur qui serait licencié si cela s'avérait nécessaire pour l'accumulation en lien avec le commerce. Et cela était vrai. Maintenant, c'était la conviction, ou du moins c'est ce que dit le dossier public. Je ne sais même pas penser en privé. On pensait que, puisque le secteur privé était présent dans le secteur agricole en milieu rural, les gens pouvaient toujours, s'ils allaient perdre leur emploi à cause de décisions prises dans leur entreprise, retourner à la ferme, pour ainsi dire. Avec le temps, cela n'a plus été possible. La plupart d'entre eux n'avaient plus aucun lien avec la ferme familiale ou autre, et ils se sont donc retrouvés au chômage. Il existait des bureaux de chômage qui se concentraient principalement sur la formation et, dans une certaine mesure, sur l'octroi d'une aide financière pour les déplacements si les personnes devaient déménager et chercher un emploi ailleurs. Même si c'est une autre longue histoire, le soutien n'était pas si important que cela. Il y avait une manière de maintenir la stabilité de la main-d'œuvre dans le cadre de ce système. Maintenant, rappelle-moi ce que tu voulais savoir à propos de la distinction publique-privée. Je pense qu'une autre question qui m'intéresserait ici est de savoir dans quelle mesure le secteur industriel était orienté vers l'exportation. Je pose cette question parce que la Yougoslavie, dans les années 1950 et 1960, était considérée parmi ces pays du miracle économique, notamment en Asie de l'Est, qui s'appuyait beaucoup sur le modèle dit de croissance tiré par les exportations, en limitant les salaires, mais en produisant pour le marché international. Et je pense qu'il y avait un élément de cela, un élément fort en Yougoslavie. Mais je voudrais juste vérifier. Quelle était l'ampleur de ce phénomène? Quelle part de l'industrie était orientée, disons, vers la consommation intérieure? Bien sûr, il est difficile de tout délimiter, car il fallait importer des technologies,
beaucoup de biens intermédiaires devaient être importés. Et donc, il n'y a pas de démarcation claire entre le marché intérieur et l'international. Mais si vous pouviez nous en dire un peu plus sur la part de l'économie qui dépendait de l'exportation de biens industriels. Eh bien, j'ai pas de chiffres précis sous la main. Et bien sûr, cela a évolué au fil du temps, mais c'était toujours orienté vers l'exportation. La plupart de l'industrie, je pense qu'à partir des années 1980, lorsque la situation est devenue très difficile avec le remboursement de la dette, environ 80% de toutes les entreprises dépendaient de l'importation de biens intermédiaires, de matériaux intermédiaires. Mais cela a changé au fil du temps. Et cela s'explique en partie par les programmes de remboursement de la dette ou les emprunts pour le remboursement de la dette auprès de la Banque mondiale, en partie auprès du Fonds monétaire international, mais surtout auprès de la Banque mondiale, qui visait précisément à favoriser l'orientation vers l'exportation. Donc c'est assez similaire à ce que l'on retrouve dans les critiques adressées à la plupart des pays du monde à cette époque. Mais en ce qui concerne les chiffres, je ne suis pas sûre. Si nous pouvions prendre un peu de recul et vous demander de nous en dire un peu plus sur la relation qu'entretenait la Yougoslavie avec l'Occident. Je pense qu'une partie de cela remonte au moment de 1942-43. Corrigez-moi si je me trompe. Mais une fois que les Tchétniks ont essentiellement abandonné leur résistance et sont devenus des collaborateurs des nazis, Houthi, les partisans dirigés par le Parti communiste, sont devenus la seule alternative pour résister aux nazis. Et je pense que c'est à ce moment-là que les forces alliées occidentales ont estimé que c'était la seule alternative contre l'Axe, et elles l'ont soutenue. Mais néanmoins, il me semble que les choses sont restées ouvertes quant à ce que l'avenir réserverait. Et vous nous avez parlé de ce moment en 1948, la rupture entre l'Union soviétique et la Yougoslavie. Je veux dire, l'aspect politique de l'histoire concerne bien sûr l'expansion en Grèce en utilisant la Bulgarie et l'Albanie. L'histoire que nous avons lue disait que Staline ne voulait pas faire cela, parce qu'apparemment, il ne voulait pas affronter l'Occident, car cela aurait été considéré comme trop coûteux. Mais vous avez dit qu'il y avait une dimension plus idéologique, notamment la collectivisation, l'agriculture, etc. Dites-nous en plus sur les raisons pour lesquelles la Yougoslavie n'a pas été intégrée au bloc soviétique, alors que le bloc de l'Est l'a été, et pourquoi la Yougoslavie entretenait une relation beaucoup plus ouverte avec l'Occident, mais aussi avec le tiers-monde. Eh bien, permettez-moi d'abord de dire que ce n'est que relativement tard pendant la Seconde Guerre mondiale que, suite à l'envoi par les Britanniques, et en particulier Churchill, d'un militaire Fitzroy Maclean pour travailler avec les forces partisanes, ils ont décidé que ce sont vraiment les partisans qui menaient les combats et non les forces royales serbes. Donc, ce n'était pas aussi tôt que vous l'avez mentionné. Et c'est donc assez tard qu'ils ont reçu du soutien, mais ils en ont finalement obtenu. Cependant, ce soutien était assorti de conditions. Ils devaient accepter de collaborer avec le gouvernement royal. Ce n'est pas si important pour notre histoire, mais je veux simplement souligner que la situation était complexe quant à ce qui a été dit. Et en effet, les Américains, qui étaient principalement responsables du financement de l'UNRRA, l'administration des Nations Unies pour le secours et la réhabilitation juste après la Seconde Guerre mondiale, n'autorisaient pas la Yougoslavie à recevoir quoi que ce soit. Donc, il n'y avait pratiquement aucun soutien de l'Occident. Et la Yougoslavie avait été, Tito et ses forces, avant la Seconde Guerre mondiale, faisaient vraiment partie de l'Alliance communiste. Et comme je l'ai dit, l'idée du Cominform venait d'eux. Donc il ne m'est pas clair, pour le moment, je n'y ai pas réfléchi depuis un certain temps, comment on pourrait caractériser la relation avec l'Union soviétique
entre la fin de la guerre et 1948, lorsque cette querelle a éclaté. Mais il est vrai que Tito était très impliqué dans la volonté d'influencer le voisinage, l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie. Avec le recul, on peut voir qu'un conflit avec Staline était probablement inévitable. Maintenant, revenons à la seconde partie de la question que vous posiez. Rappelez-la-moi. Je me demandais simplement, alors que le bloc de l'Est a suivi l'Union soviétique, la Pologne, la Hongrie, etc., la Yougoslavie ne l'a pas fait. Et en tant qu'étudiant en histoire, c'est un peu un mystère, car les conditions étaient très similaires dans beaucoup de ces régions, mais elles ont pris des directions différentes. Voilà donc ma question. Je veux dire, c'est intéressant que vous disiez cela parce que la plupart de l'Europe centrale et orientale, même juste après la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie est allée, il n'y a pas de bloc avant 1948-1949, mais rejoindre, vous savez, le fait que les communistes prennent le pouvoir, en Tchécoslovaquie, cela s'est fait par des élections. En Bulgarie, c'était une décision résultant de l'alliance pendant la guerre. La plupart de ces pays, à l'exception peut-être aussi de la Bulgarie, étaient des pays industrialisés. La Tchécoslovaquie avait été une démocratie parlementaire. Donc je ne suis pas si sûre que les conditions, la Yougoslavie étant, encore une fois, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais en 1945, à la fin de la guerre, 85 à 90% de la population travaillait encore dans l'agriculture. Donc c'était pas entièrement industrialisé, sauf en Slovénie et dans le nord-ouest, qui avait fait partie des terres de la couronne autrichienne et avait déjà réalisé de nombreuses réformes au XVIIIe siècle, ce qui a eu une influence par la suite. Et certainement une partie de la Croatie, car le Parti communiste yougoslave était basé sur les syndicats en Slovénie et en Croatie. Ce n'est que pendant la guerre, avec les plénums yougoslaves, ces conférences que le parti organisait pour décider de la marche à suivre concernant l'adhésion, y compris la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et même dans une certaine mesure la Serbie, car il n'était pas... Nous pouvons revenir au débat chez Marx puis chez Lénine sur ce qu'il faut faire si le pays n'est pas déjà industrialisé. Mais il ne m'est pas évident que les conditions dans l'ensemble de ce qui est devenu le bloc soviétique aient déterminé l'issue en termes d'alliance avec l'Union soviétique. C'était plutôt une situation géostratégique où ils étaient... Enfin, c'est une longue histoire. Je pense que nous devrions nous arrêter là. Oui, non, ça a du sens. Cependant, je pensais que même l'Union soviétique, même si elle est issue d'une idéologie bolchevique, qui reposait sur les soviets, principalement des associations d'ouvriers industriels, l'Union soviétique elle-même a commencé comme une société agraire. Les socialistes révolutionnaires et les révolutions agraires étaient vraiment fondamentaux à l'époque. Bien sûr, à la fin des années 1940, l'Union soviétique s'était beaucoup industrialisée. Et je ne suis pas sûr, les idées les plus innovantes en matière d'agriculture à cette époque ont été reprises par d'autres, principalement la Chine, mais aussi de nombreux autres endroits. D'accord. Donc je pense que je voudrais maintenant vous interroger plus particulièrement sur les années 70, car la stagflation qui a touché le monde entier, notamment non seulement le bloc socialiste, mais aussi les économies capitalistes avancées, a rendu la Yougoslavie très vulnérable. En partie parce qu'elle dépendait du secteur des exportations. Et lorsque les économies occidentales se sont contractées, la demande a chuté. Pouvez-vous nous en dire plus sur le type d'ajustement structurel que la Yougoslavie a mis en place dans les années 70 et 80 et comment cela l'a affecté? Eh bien, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Je veux dire,
La façon dont la stagflation des années 1970 a affecté la Yougoslavie s'est manifestée principalement à travers les travailleurs étrangers. Il y avait un taux de chômage élevé, sujet sur lequel j'ai écrit un livre. Alors, comment un pays socialiste, engagé en faveur du plein emploi, comme le sont tous les socialistes, ou du moins ceux d'orientation marxiste, peut-il avoir un taux de chômage aussi élevé? Une très grande proportion des chômeurs, surtout dans les régions occidentales du pays comme la Croatie et aussi la Bosnie, étaient des travailleurs invités en Europe. Ces travailleurs étaient envoyés à l'étranger dans le cadre de contrats entre gouvernements. Par exemple, l'Allemagne et les Yougoslaves concluaient des accords permettant à ces travailleurs de venir principalement en Allemagne, mais aussi en Belgique et en Suisse. Et puis ils étaient tous renvoyés chez eux. Cela a donc déjà eu un impact très sérieux sur le chômage dans le cas yougoslave. L'ajustement structurel ne commence vraiment, au sens où nous en parlons aujourd'hui, qu'en 1969 ou 1980. Et il est en fait vrai que la Yougoslavie a été la première au point d'être qualifiée d'expérience pilote, la première expérience de ces programmes d'ajustement structurel de type stand-by, conçus par le Fonds monétaire international sur 3 ans pour mettre en œuvre l'austérité et rembourser la dette. Ce n'est pas à cause de la stagflation des années 1970, c'est, je pense, à cause de la décision de Ronald Reagan de demander au FMI d'être beaucoup plus radical dans la gestion de la dette et de sauver de nombreuses banques commerciales américaines. Mais cela commence bien en 1969-80 avec ce que nous appelons la crise mondiale de la dette. Et la Yougoslavie a été le premier cas, malheureusement. Ouais, il proceeds with que nous appelions les exportations, qui est un des lieux qui est sur touristique en Dalmatie. Donc, il s'agissait de personnes venant en Yougoslavie, mais c'était pour les recettes d'exportation. Et ce qui se passe en 1969, c'est qu'un tremblement de terre au Monténégro affecte le secteur touristique. Déjà, la stagflation impacte leurs recettes d'exportation et la situation empire encore en 1980, mais la Yougoslavie a de plus en plus de mal, non pas à rembourser la dette, mais au moins à la gérer. Ainsi, dès 1980, le FMI commence à imposer ses programmes d'ajustement structurel d'austérité sur 3 ans, qui impliquaient des coupes budgétaires. Et cela a été très préjudiciable. Il est assez évident pour quiconque écoute notre discussion que si une grande partie, 80% de votre industrie dépend des importations de biens intermédiaires et que ce sont justement ces biens qui ont été soumis à des restrictions à l'importation, cela a déjà eu un effet très sérieux sur l'économie. C'était lié à la dette extérieure. Je ne suis pas sûr que la dette intérieure ait eu une signification en Yougoslavie, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. Comment appellerions-nous la dette interne? Non. Oui, non. Je veux dire, je pose cette question parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de ces programmes d'ajustement structurel. L'une des critiques formulées par beaucoup est que le FMI utilise ces outils de discipline pour réduire la dette, non seulement la dette extérieure, mais aussi la dette intérieure. C'est le cas au Sri Lanka, par exemple. Le FMI dit qu'il ne s'agit pas seulement de la dette extérieure, mais qu'il faut aussi réduire le ratio dette totale PIB pour que nous puissions vous accorder ces prêts. Et cela a un effet désastreux, car il faut alors réduire considérablement la taille du secteur public. Oui, je n'avais pas entendu cela. C'est très intéressant. Je dirais qu'une des choses importantes concernant les programmes d'ajustement structurel en Yougoslavie dans les années 80, à partir de 1969, c'est qu'ils étaient politiques plutôt qu'économiques, dans le sens où l'une des exigences est peut-être un mot un peu fort, mais je vais l'utiliser, des prêts de la Banque mondiale, déjà à partir de 1949-52,
a été très importante en 1958 lorsque la Yougoslavie a décidé de rejoindre l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, le prédécesseur de l'Organisation mondiale du commerce, en proposant et en encourageant toujours plus de décentralisation. Et donc, à la fin des années 1970, la Yougoslavie était probablement le système politique le plus décentralisé au monde. Ce qui s'est passé, c'est que, tout à coup, après avoir prôné à plusieurs reprises la décentralisation, surtout à partir de 1958, lors de l'adhésion au GATT, le FMI s'est soudainement inquiété du fait que la Yougoslavie était devenue tellement décentralisée qu'elle n'avait plus aucune capacité en matière de politique monétaire, tant budgétaire que commerciale. Ainsi, dans le cadre de ses programmes d'ajustement structurel, le FMI a commencé à exiger la recentralisation du contrôle sur le commerce extérieur et d'autres types de décisions d'investissement. La Slovénie étant la plus orientée vers l'exportation, depuis l'époque où elle faisait partie des terres de la couronne autrichienne et de sa précoce industrialisation, ainsi que de par sa situation sur les réseaux routiers et ferroviaires juste à la frontière de l'Autriche, de l'Italie et de la Suisse, a été particulièrement touchée. La Slovénie, on pourrait longuement parler du leadership en Slovénie, a commencé par les années 1920, lorsque le pays a d'abord voulu rejoindre la Yougoslavie, au lieu de rester dans l'Empire austro-hongrois, puis a utilisé la Yougoslavie comme moyen de devenir finalement un État indépendant. J'ai eu une conversation à ce sujet avec un collègue bosniaque il y a quelques jours et nous étions tous deux d'accord sur ce point. Cela dit, dans les années 1980, il existait en Yougoslavie, en Slovénie, des groupes opposés à la fiscalité en général. Ils estimaient que les fonds destinés à l'armée fédérale, qui était pratiquement la seule chose financée par le gouvernement fédéral, étaient excessifs. Ils ne voulaient pas payer, même si cela constituait la base de l'indépendance yougoslave et de ses politiques visant à soutenir le flanc sud de l'OTAN. Nous n'en avons pas encore parlé, mais les Slovènes, en particulier la jeune génération, protestaient contre les dépenses consacrées aux armes et à l'armée fédérale, d'une part, et aussi, à la fin des années 1970, ils avaient le contrôle des recettes d'exportation de toutes les entreprises slovènes. Ces recettes n'allaient pas au gouvernement fédéral, elles restaient en Slovénie. Ainsi, ils perdaient désormais les deux aspects de ce que nous appellerions la fiscalité ou la redistribution. J'avance dans mon livre que ce sont les Slovènes qui ont provoqué l'éclatement de la Yougoslavie. Ce sont eux qui ont d'abord revendiqué l'indépendance, mais ils le faisaient au sein de la République slovène. C'est un système fédéral, donc nous appelons ces entités des États ou des républiques. Tout au long des années 1980, ils protestaient contre la politique fiscale, la politique de défense et voulaient partir. Je pense que le rôle du FMI, en insistant sur la recentralisation afin de gérer le remboursement de la dette, a été l'une des actions cruciales. Was one of the crucial actions in terms of the end of Yugoslavia. Yeah. Ça ne s'est pas bien passé avec les Slovènes, n'est-ce pas? Le récent programme de centralisation. C'est très intéressant, d'autant plus qu'il y a eu quelque chose de similaire en Chine aussi. Tout au long des années 80, il y a eu une décentralisation massive, à tel point qu'en 1992, la part des recettes revenant au centre était tombée à seulement 22%. Oui, c'était après l'incident de Tiananmen, donc il y avait aussi une crise de légitimité importante pour le centre. C'est à ce moment-là, en 1995, qu'ils ont décidé de recentraliser en introduisant la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. En quelques années, leur part est passée de 22% à 57%. Et pour ajouter le cas soviétique, lorsque Gorbatchev a décidé de mettre en œuvre des réformes, une partie d'entre elles étaient des réformes économiques très similaires à ce que les Yougoslaves avaient fait.
Il m'a donc été facile, en tant qu'expert du modèle yougoslave, d'observer la façon dont cela évoluait et se répétait largement. Mais une partie de ces réformes comprenait la loi sur les républiques visant à décentraliser. C'est à ce moment-là que l'armée a tenté un coup d'État contre les réformes de Gorbatchev, car elle voyait bien que cette décentralisation, au profit des républiques de l'Union soviétique, mènerait dans la même direction que le cas yougoslave. C'est extrêmement intéressant, et je ne suis pas sûr que les Chinois aient suivi ces développements. Ils ont dû le faire, mais il serait très intéressant de vérifier cela dans les archives. Eh bien, ils étaient vraiment très impliqués. Je veux dire, c'est intéressant. Je vais partager une anecdote. Une de mes sœurs est anthropologue, spécialisée en Hongrie. À un moment donné, une délégation chinoise s'est rendue à Budapest alors qu'elle y faisait des recherches. Je ne me souviens plus comment ce lien s'est fait, mais ils lui ont demandé, puisqu'ils allaient utiliser l'anglais, si elle pouvait faire la traduction entre l'anglais et le hongrois pour la délégation. Ils étaient là pour étudier le cas hongrois, tout comme ils étudiaient le cas yougoslave, en observant de près ce qui s'était passé. Mais dans le cas hongrois, apparemment, la délégation chinoise a dit « Nous sommes ici pour étudier le cas hongrois, mais ce que nous voulons vraiment dire, c'est le cas sud-coréen, mais nous ne pouvons pas le dire. » Donc oui, le gouvernement chinois a étudié tous ces cas depuis le début. Oui, c'est vrai. Il y a eu plusieurs conférences, notamment des conférences sur des bateaux au milieu des années 90 en Chine, qui réunissaient des délégués de Hongrie et d'autres parties du bloc de l'Est. Si vous pouviez nous parler un peu du rôle de la défense ici, car l'une des implications pour les États socialistes, l'une des contradictions, si l'on veut, est la nécessité d'une industrie de défense. Elle doit se défendre en particulier contre le bloc impérialiste. Mais on peut aussi considérer d'autres nations. Cela diverge donc de l'idée standard selon laquelle les ressources devraient être orientées vers des biens à valeur d'usage. Bien sûr, l'industrie de la défense génère de l'accumulation et fournit également de l'emploi. Ainsi, les ressources sont utilisées, mais néanmoins, il y a du gaspillage selon la compréhension conventionnelle d'une économie socialiste. Et cela génère beaucoup de pression. Dans le cas chinois, en raison de l'hostilité à laquelle il a été confronté dans les premières années, Mao a dû se concentrer fortement sur les industries, et c'était le fameux écart des ciseaux. L'Union soviétique y a été confrontée, sinon elle n'aurait pas survécu pendant l'entre-deux-guerres. La Chine y a été confrontée. Il a donc fallu opérer une très grande réorientation des ressources vers les industries lourdes, ce qui signifie aussi que la consommation de biens de consommation devait être réprimée. Pourriez-vous nous dire quelle était la situation de la Yougoslavie pour maintenir un secteur de défense indépendant? J'ai mentionné qu'en 1949, de janvier à décembre, les Américains ont commencé à venir en aide à la Yougoslavie lentement, étape par étape, pour sauver Tito, c'est-à-dire pour protéger la décision des autorités yougoslaves de se séparer du bloc soviétique. Finalement, l'accord était que la Yougoslavie aurait sa propre défense indépendante, sur laquelle je reviendrai dans un instant, mais qu'elle jouerait également le rôle de protection du flanc sud de l'OTAN. Il y avait un flanc sud passant par la Yougoslavie en direction de l'Italie et un flanc nord passant par la Pologne vers l'Allemagne. Et donc c'était ce type d'accord. La raison pour laquelle ils avaient besoin de cette défense, c'était que cela constituait l'échange qui leur permettait d'être indépendants. Et pas seulement indépendants, mais aussi de participer à 3 blocs, Est, Ouest et non alignés. Nous n'avons pas non plus évoqué à quel point, en tant que pays tourné vers l'exportation, cela leur a été très bénéfique à certains égards,
car les marchés du Moyen-Orient, par exemple, étaient à certains moments extrêmement importants pour eux. Mais j'ai un chapitre dans le livre sur le chômage en Yougoslavie, intitulé « Le pacte faustien », par lequel j'entendais précisément ceci. Cet échange, le coût de ce qu'il devait dépenser pour la défense et l'entretien de cette armée. On pourrait dire en effet que la plupart de la stratégie de défense de la Yougoslavie sous la Ligue des communistes reposait sur deux composantes. L'une s'appelait les forces de défense territoriales, qui étaient basées dans les localités et s'inspiraient fortement du modèle cubain également, à peu près à la même époque, mais c'était vraiment cela. Elles étaient gérées par les municipalités et les républiques dans ce système décentralisé. Cela a été très important pour ce qui s'est passé pendant les guerres qui ont suivi l'éclatement de la Yougoslavie et leur rôle. L'autre était les forces fédérales, qui étaient très sophistiquées, dotées d'armes avancées, etc., dont l'objectif était de défendre le pays, d'abord de défendre l'OTAN contre l'Union soviétique si celle-ci devait suivre une voie soviétique dans une idée d'agression, mais aussi de défendre la Yougoslavie contre toute invasion venant d'ailleurs afin de donner de l'espace et du temps aux forces de défense territoriale pour mobiliser l'ensemble du pays. Mais ce qui était important pour moi, en réfléchissant au coût ou non en termes d'objectifs socialistes, c'est que les industries de défense, en raison de cette idée selon laquelle on défendrait, puis en cas d'invasion, on permettrait à tout le monde de retourner dans les montagnes, en Bosnie pour défendre le pays, étaient presque toutes situées en Bosnie-Herzégovine. On peut donc se demander si cela est bénéfique pour la Bosnie-Herzégovine maintenant qu'elle est indépendante et qu'elle possède une économie très différente, encore une fois, en empruntant à la Banque mondiale et au FMI, ayant besoin d'un marché orienté vers l'exportation dans la fabrication légère, si cela lui est favorable aujourd'hui. Mais c'était certainement la base de l'emploi dans ce qui était autrement l'une des deux républiques les plus pauvres de la Yougoslavie. La défense était-elle contre l'OTAN ou était-elle aussi contre l'Union soviétique et le bloc de l'Est? Non, il s'agissait d'une opposition totale à toute invasion, en gardant à l'esprit qu'il s'agissait d'une alliance formée pendant la Seconde Guerre mondiale contre l'Axe, donc la Bulgarie, l'Italie, l'Allemagne. Ainsi, personne ne savait si ce serait l'Union soviétique ou un autre qui envahirait, mais c'était contre toute intervention extérieure. Le rôle assigné à l'OTAN était de défendre l'Alliance contre toute agression potentielle de l'Union soviétique par la route du Sud, ce qui, en un sens, protégerait l'Italie, mais aussi, par conséquent, le reste de l'Europe occidentale en cas d'invasion soviétique. Ce n'est pas que l'on s'y attendait vraiment, mais c'était la base de l'argument de l'OTAN. Si vous pouviez nous parler un peu du nationalisme. Je veux dire, nous nous éloignons légèrement de notre discussion principale, qui bien sûr s'est concentrée sur l'économie politique. Mais puisque nous voulons comprendre, je veux comprendre, la désintégration un peu avant de conclure. Mais avant que vous ne nous donniez une explication d'économie politique de la désintégration, pourriez-vous répondre à l'accusation habituelle selon laquelle les États marxistes, en gros, et c'est quelque chose que j'entends en Yougoslavie, car c'était probablement plus hétérogène que la Chine à certains égards. En Chine, le nationalisme et le socialisme ont toujours été étroitement liés. Il n'y a pas vraiment de contradiction, si vous voulez, entre ces différentes entités. Mais ici, on constate que les partis marxistes ont essentiellement réprimé le nationalisme, la culture et la religion. Tout cela n'est pas vrai, d'après ce que j'en comprends. Je veux dire, beaucoup de gens là-bas étaient religieux, et il y avait de nombreuses religions. L'islam,
le catholicisme romain, le protestantisme, l'orthodoxie orientale, et ainsi de suite. Et ils n'ont pas, d'après ce que je comprends, les partis marxistes n'ont pas mené de guerre contre la religion, comme cela s'est produit en Chine, du moins jusqu'à la fin des années 1970 ou en Union soviétique. Mais qu'était le nationalisme dans cette entité qui a émergé après la Première Guerre mondiale comme un État polyvalent, mais qui a été profondément transformé après la Seconde Guerre mondiale sous la direction communiste? Qu'était le nationalisme ici? What was nationalism here? Oh my goodness. Oh mon Dieu. Le parti yougoslave avait, dès la fin de la guerre, un slogan « Fraternité et unité ». L'idée était donc que le système fédéral reposait sur le droit à l'autodétermination nationale pour chacune des nations qui combattaient et se sont unies pour créer la Yougoslavie. Gardez à l'esprit quels étaient le résultat de l'indépendance vis-à-vis de deux empires, l'Empire austro-hongrois d'un côté et l'Empire ottoman de l'autre, avec bien sûr Venise sur la côte. Donc, trois empires en ce sens. De plus, même la Russie a exercé une influence énorme, pas de la même manière que les Habsbourg et les Ottomans, mais l'ombre de l'Empire russe était également présente, n'est-ce pas? Pas tant que ça. Not so much. Not so much, okay. No. Pas vraiment, d'accord. Non. Certaines personnes en parlent, Misha Glenny l'évoque dans son livre The Balkans, à la fin du 19e siècle, lorsque de nombreux musulmans ont été expulsés de l'Empire russe et sont partis vers le sud, mais ils sont principalement allés en Bulgarie, pas en Yougoslavie. On avance l'argument que, parce que les Serbes sont orthodoxes orientaux, ils doivent être amis avec les Russes, mais rien dans l'histoire des relations russo-serbes ne suggère quoi que ce soit de positif. Je veux dire, il y a un peu de cela aujourd'hui, je pense, à cause du lien orthodoxe oriental. Mais pour revenir à la Yougoslavie, on trouve les Slovènes sont jansénistes, une forme de catholicisme influencée par le fait d'avoir fait partie de la Réforme et du protestantisme, puis la contre-réforme l'emporte finalement. Donc c'est très très strict moralement en termes de catholicisme strict. Voilà donc une branche du catholicisme. Les Croates sont catholiques romains, les Serbes sont orthodoxes serbes, orthodoxes orientaux, les Macédoniens sont orthodoxes orientaux, et certains, en particulier la population albanaise, sont soit catholiques romains, soit musulmans, et la Bosnie-Herzégovine regroupe les trois. Il existe donc des différences religieuses qui sont fortement liées aux anciens systèmes impériaux et à leur conception de la nation. Mais il n'est pas nécessaire d'inclure la composante religieuse pour expliquer que l'argument en faveur de la formation d'une fédération après la Seconde Guerre mondiale, au lieu du système monarchique d'avant la Seconde Guerre mondiale, était de donner le droit à l'autodétermination nationale à chacune des nations du peuple yougoslave. Ainsi, les Slovènes, les Croates, les Serbes, les Macédoniens, les Monténégrins, à un moment donné, n'étaient pas séparés. Cela s'est produit assez récemment. Ils se considéraient principalement comme des Serbes jusqu'à une période récente. Mais la Bosnie-Herzégovine était cette province spéciale, selon Tito lors du plénum du parti en temps de guerre, qui devait être un mélange des trois religions, mais destiné à servir de tampon entre la Croatie et la Serbie. Il s'agissait donc d'un exercice d'équilibre en réalité, mais l'idée était, et puis au nord, en Voïvodine, où l'on retrouve tous les héritages de l'Empire austro-hongrois, hongrois, roumain, valaque, etc., et au Kosovo, au sud, aucun des deux ne pouvait avoir une république séparée sous prétexte que leur nation à chacun avait déjà un État ailleurs. Ainsi, ils n'ont pas été autorisés à avoir une république, ce qui leur aurait donné un deuxième État, l'Albanie, puis le Kosovo. Ils n'avaient donc qu'une autonomie. Mais le nationalisme, je ne veux pas vraiment parler du nationalisme avant les années 1980, lorsque des personnes de droite, surtout en Slovénie et en Croatie,
cherchait à partir et à devenir indépendante et utilisait le droit à l'autodétermination nationale pour convaincre l'Occident qu'elles avaient droit à l'indépendance. Je suis pas du tout d'accord avec cela, mais c'est une autre question. Et le genre de discours sur l'expropriation et continuer la lutte, qui était en réalité une lutte contre la fiscalité dans chacune de ces républiques dans les années 1980, dans le contexte des politiques d'austérité liées à l'ajustement structurel, se faisait dans la langue nationale. Et il ne fait aucun doute qu'il y avait des mouvements d'extrême droite. Mais je pense, selon mon propre point de vue, que c'était surtout les Croates qui avaient une composante de la population très liée aux émigrés aux États-Unis et en Australie, qui étaient nationalistes de bout en bout. Et j'ai eu cette expérience parce que je vivais là-bas. Il y a eu, de 1968 à 1971, ce qu'on appelait le MASPOC, le mouvement MAS, qui visait à obtenir plus d'indépendance pour la République de Croatie que ce qu'elle avait à l'époque, sur la base d'un argument nationaliste. Donc il y a eu en Croatie des vagues qui ont toujours été nationalistes. L'événement de 1971 a-t-il le printemps croate? Ont-ils participé à cela? Quel printemps? Il y a eu d'énormes manifestations en 1981, si je ne me trompe pas, ou était-ce en 1971? Je suis désolé. Je pense que cela a donné plus d'autonomie à la Croatie et à la Slovénie. Et les Serbes ont vu cela comme, bien sûr, il y avait la Constitution de 1964. Les Serbes ont vu cela comme une concession majeure. Mais je crois qu'autour du moment où Tito est décédé, il y a eu ces manifestations auxquelles Tito lui-même a répondu. En 1970, je faisais référence au mouvement nationaliste croate, le printemps croate. Oui, le printemps croate, oui. Oui, et cela se passe de 1967 à 1971. Et Tito le permettait jusqu'à ce que l'armée, qui répétait sans cesse « c'est vraiment dangereux » parce qu'il y a tous ces militants d'extrême droite allemands qui descendent et qui déclenchent en fait des guerres, de petites guerres, vous savez, des combats, interviennent. Et donc en décembre 1970, Tito a finalement dit « j'y mets un terme ». Mais la décentralisation de la Constitution de 1974 n'était absolument pas le résultat de cela. C'était simplement, selon moi, et je pense avoir raison, ces étapes de réponse aux propositions de la Banque mondiale et du FMI visant à réduire toujours plus le rôle de l'État. Cet argument néolibéral de l'État minimal par la décentralisation. Tito meurt en 1980 et en 1981, il y a des manifestations au Kosovo, surtout de la part des étudiants universitaires qui voulaient que leur région autonome devienne une république à part entière. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ils n'étaient pas des sécessionnistes. Ils voulaient simplement plus d'autonomie vis-à-vis de la Serbie au sein de la fédération. À ce moment-là, oui. Dans les années 90, il s'agit de l'indépendance. Donc, si vous deviez résumer la désintégration, serait-il trop simpliste de dire que ce sont la Banque mondiale et le FMI qui ont renversé la Yougoslavie en tant qu'entité en la décentralisant progressivement et qu'ils ont ensuite été soutenus par les Slovènes et les Croates parce que ceux-ci voyaient probablement un avenir meilleur avec l'Occident, compte tenu de leur position beaucoup plus privilégiée dans le secteur productif. Comment le définiriez-vous? Non, je veux dire, tout d'abord, le rôle du FMI et de la Banque mondiale dans la désintégration de la Yougoslavie a probablement été, enfin, il a été important, mais il y a au moins deux aspects. Premièrement, les politiques d'austérité des programmes d'ajustement structurel dans les années 1980, mis en place pour rembourser la dette, ont commencé à toucher la classe moyenne administrative et professionnelle. Finalement, leurs enfants dans les centres urbains se sont tous retrouvés confrontés au chômage.
On commence donc à voir émerger un courant souterrain de désaffection. So Ce sont les travailleurs non industriels, n'est-ce pas? Ce sont eux qui subissent le plus fort taux de chômage. C'est bien ça? Non, ce sont les enfants des villes, je veux dire les enfants de parents urbains qui sont soit issus du secteur industriel, soit plus probablement des classes professionnelles et administratives. Et ce sont eux qui sont principalement membres du parti. Et ils commencent à dire « Attendez une minute, je ne suis pas sûr que ce soit ce que nous voulons ». Donc, la loyauté est, voilà donc un aspect qui résulte des politiques d'austérité. Un deuxième aspect, c'est le changement opéré par le FMI, qui dit que c'est trop décentralisé. Vous ne pouvez pas avoir de capacité politique monétaire du tout, il faut recentraliser. Et cela amène les Slovènes à dire « Attendez une minute, nous perdons le contrôle de tous nos revenus d'exportation. Nous perdons le contrôle de nos décisions en matière d'investissement, de tout. Nous n'aimons pas payer ces impôts qui sont gaspillés par les Albanais du Kosovo dans des investissements non productifs dès le départ, car il existait un mécanisme de redistribution pour le développement appelé le Fonds fédéral. Les Slovènes protestaient donc déjà contre cela, se montrant très nationalistes dans leur critique des Albanais. En réalité, ils étaient pleins de préjugés. Et pour la même raison, ils ne voulaient pas non plus payer d'impôts pour l'armée fédérale. Et puis je dirais qu'il faut ajouter les Européens, en particulier les Suisses et les Autrichiens, et finalement les Allemands, mais surtout les Autrichiens et les Suisses, qui étaient en fait d'accord avec l'argument slovène selon lequel ils devraient obtenir l'indépendance, tout en affirmant que le reste du pays devrait rester uni, mais qu'ils soutenaient l'indépendance slovène. Il y avait donc ici un rôle très marqué d'acteurs extérieurs. Pas les États-Unis en fait. Les États-Unis n'interviennent que bien plus tard dans cette histoire, et l'Allemagne à la fin du mois de décembre. Il s'agissait donc d'accepter l'argument selon lequel Milošević était responsable, qu'il ne pouvait pas être démocratique, qu'il voulait faire partie de l'Europe. C'était en quelque sorte tout un récit soutenu par les Européens et l'acceptation de les laisser partir. En fait, les programmes d'austérité ont durement frappé la classe privilégiée et la classe ouvrière, qui pensaient que cela ne fonctionnait pas et qu'une rupture pourrait peut-être leur être bénéfique. Voilà un premier point. Non, 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 non. Je sais que la classe ouvrière, au sens des syndicats, des travailleurs industriels et des entreprises, a toujours été favorable au maintien de la Yougoslavie unie. Et ils étaient même assez actifs dans la seconde moitié des années 80, aux côtés de certains partis politiques naissants, créés par des intellectuels socialistes. Parce qu'ils avaient une bonne vie. Ils avaient une vie sociale grâce au système de travail. J'aime dire qu'il n'existait aucun passeport au monde qui permettait d'accéder à autant de pays sans visa que le passeport yougoslave. Je veux dire, ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Tout cet endettement. Les personnes dont je parlais, qui devenaient désillusionnées par le système, faisaient partie de la classe administrative professionnelle, car c'étaient leurs enfants tout à coup qui pour la première fois se retrouvaient au chômage. Je pense que c'est le point le moins important de la liste que j'ai dressée, mais je crois tout de même que cela fait partie de ce dont nous parlons en termes d'économie politique. C'était important. Les personnes chargées de défendre le pays étaient toutes elles-mêmes concentrées sur leur propre niveau de vie au sein de leur république, qui se dégradait fortement. Et les plus importants étaient les Slovènes et les Croates, qui réagissaient négativement à la recentralisation.
et voyant là une opportunité de partir, ce que tous deux désiraient depuis longtemps, j'ai dit que cela remonte aux années 1920, lorsque le vice-président Edvard Kardelj cherchait à obtenir une place pour les Slovènes face aux Autrichiens et aux Allemands, car ils étaient une minorité. Il voulait leur permettre d'obtenir l'indépendance slovène. Ils ont donc d'abord rejoint le pays yougoslave après la Première Guerre mondiale, puis, littéralement, On materie de l'anti-indépendance période yougoslave. Il en a pour les Croates. For the entire period of the Yugoslav thing. The same thing with the Croatian. The Croatians is more complicated in terms of not such. Les Croates sont plus compliqués dans la mesure où leur cas n'est pas aussi simple. Mais dès 1985, Franjo Tudjman, qui avait été général dans l'armée partisane puis dans l'armée yougoslave, a pris sa retraite et est devenu un fervent nationaliste. Il avait des gens aux États-Unis qui parcouraient tout le pays, un de mes collègues à Yale en faisait partie, pour affirmer que les Croates pouvaient obtenir l'indépendance. Il s'est donc battu pour l'indépendance à partir de 1985. Ce n'était donc pas seulement cet argument du FMI, mais tout l'aspect fiscal leur donnait en quelque sorte à tous les deux une explication, je pense. Professeur Woodward, ma dernière question, et n'hésitez pas à être aussi bref que vous le souhaitez, car vous nous avez accordé plus de temps que prévu, est la suivante. Quel héritage de la Yougoslavie subsiste pour le monde en matière de réflexion ou de mise en œuvre d'un monde post-capitaliste? Et quel héritage laisse-t-elle au peuple des Balkans? What legacy does it leave for the people in the Balkans? Oh dear, I wish you'd asked me this before. Oh mon Dieu, j'aurais aimé que vous me posiez cette question plus tôt afin que je puisse me préparer. En fait, je ne suis pas sûre qu'il y ait un héritage. Je veux dire, la jeune génération, au cours des 10 dernières années environ, dans tous les pays désormais indépendants de l'ex-Yougoslavie, parle de tout ce qu'elle a perdu. Avoir un pays aussi fascinant, composé de tant de mélanges, pouvoir passer d'une république à l'autre, par exemple, ils allaient tous sur la côte d'Almaty pour les vacances et à Sarajevo pour la meilleure musique R&B et ainsi de suite. Ils entendent parler de ce qui était si spécial et beaucoup d'entre eux disent qu'ils aimeraient le recréer. Cela n'arrivera pas, mais c'est, pour eux, un héritage. Cette capacité de tant de personnes différentes, le mosaïque, pour ainsi dire, à vivre ensemble, ce qui était vraiment très particulier. Et bien sûr, ceux qui ont vécu auparavant aimeraient retrouver le niveau de vie qu'ils avaient autrefois, qui était vraiment merveilleux. Qu'en est-il de l'héritage de l'État-providence, de la sécurité de l'emploi, de l'autogestion des travailleurs, et ainsi de suite? Tout cela a-t-il complètement disparu ou en reste-t-il quelque chose? Non, j'ai bien peur que ce soit complètement disparu. Oui, je veux dire, c'est disparu. Rappelle-moi encore ce que tu as dit, pas à propos de l'autogestion, mais le... Oui, l'État-providence, la sécurité de l'emploi. Parce que, je veux dire, l'État-providence offrait, eh bien, ils avaient les soins de santé gratuits, l'éducation gratuite, tout cela, bien sûr. Mais ça dépendait de si vous étiez dans le secteur privé ou le secteur public. Dans le secteur privé, vous n'aviez pas un niveau de vie élevé. Pourquoi les gens iraient-ils travailler en Europe comme travailleurs étrangers s'ils avaient un si bon niveau de vie? Vous savez, c'était la soupape de sécurité. Pour moi, l'héritage est négatif. C'est ce qui peut arriver aux valeurs socialistes si l'on dépend de l'emprunt auprès de la Banque mondiale et du FMI. Nous allons nous arrêter là, professeur Woodward. Cette conversation a été vraiment enrichissante. Nous sommes tous tellement ignorants du passé, tout comme moi en tant qu'Indien, je le suis de l'histoire européenne. Et vous avez été formidable pour clarifier tant de choses. Merci infiniment. Je vous en prie.
Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.